Et donc, c'est ainsi on a créé un fonds communautaire, le fonds Ondari. Le but, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'Afrosa. D'Afrosa, c'est la vieille dame qui s'était écoulée de faim. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir disponibiliser des capitaux pour des entrepreneurs, des systèmes informels et des réfugiés principalement, dans des zones instables comme le nôtre et où elles peuvent lancer des business et gagner en autonomie et en dignité. Non, mais on organise des conférences presque deux fois les mois avec parfois des nouveaux publics, mais Mmh, aussi avec le même visage qui reviennent, ce qui dénote d'un intérêt majeur. bien sûr. Euh, je ne suis pas, moi, par exemple, j'ai travaillé sur mon mémoire de master, j'ai travaillé sur Bitcoin. Je ne suis pas les seuls. Il y a d'autres étudiants aujourd'hui qui préparent aussi leur mémoire et qui font partie de notre club et voilà, qui vont parler du Bitcoin. Donc, il y a cet aspect-là qui gagne aussi bien les cœurs, mais aussi la science. Moi, personnellement, quand j'ai déposé mon mémoire, l'hostilité que j'ai reçue, il était juste insupportable. Depuis environ une année à Goma, toutes les banques sont fermées. Donc, même les 15% de la population qui est plus ou moins couverte par les services bancaires n'y ont plus accès. Et donc, dans un contexte comme ça, la cohorte des femmes au Dari actuellement à Goma utilise le Bitcoin aussi pour épargner, euh, mais aussi d'une manière ou d'une autre pour transacter. Ce n'est pas encore très fréquent, on est encore en train de vulgariser sur le coup, mais c'est quand même très encourageant. Vous savez, le plus important, c'est que c'est pas comme si on avait des choix, en fait. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour qu'un un entrepreneur kenyan achète de marchandises au Nigérien, par exemple, il doit d'abord convertir les shillings en dollars ou en euros et ensuite l'envoyer. Et ensuite, ces shillings et ces euros seront convertis ensuite en naira nigérien. Ça en fait une double conversion. Et ces doubles conversions peuvent parfois atteindre jusqu'à 16% du montant envoyé. Vous imaginez? Donc, si je dois payer quelque chose à 100 dollars, je dois réserver un 18 dollars ou un 16 dollars, dans les pires des cas, un 20 dollars en termes de conversion. Ça, c'était les premiers problèmes. Donc, c'est quand même très chiant et très insupportable, déjà pour une population qui a un pouvoir d'achat extrêmement bas. Bonjour Christophe, comment ça va? Très bien, merci Elodie. Et vous, ça va? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer, il y a pas de ici Bon, dans FE 21, on est entre nous. Voilà, donc pas de problème. En ah, tout cas, je suis d'accord. très heureuse de pouvoir enfin t'avoir sur le plateau. Il y a une tradition dans l'émission, c'est de laisser la parole à l'invité pour qu'il nous raconte son histoire et sa rencontre avec Bitcoin. À toi la parole, présente-toi et dis-nous comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qu'est le Bitcoin. Alors, merci de la parole déjà. Je suis Christophe Amici Chokano. Donc, je suis congolais, République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, et donc à Goma. Et donc, j'entends parler du Bitcoin pour la première fois il y a 5 ans déjà, mais c'était plus au travers des canaux euh, un tout petit peu contradictoires, donc des médias Nord Stream qui racontaient tout et son contraire, qui diabolisa un tout petit peu, et au travers aussi de séries télévisées, mais ça n'a pas trop attiré mon attention jusque-là. Alors, de manière plus concrète et, je veux dire, engagée, j'ai pris contact avec Bitcoin il y a 2 ans. Donc, quand tu avais la recrudescence, notamment de l'instabilité à l'est de la RDC, et que il y a eu plus de environ 2 millions de personnes qui ont fui leur village, leur communauté respective à la suite de la guerre, et que Goma, la ville où je vis, en a accueilli un bon nombre, donc on estime à environ 1 million. Et donc avec les amis, notamment dans mon collectif d'artistes, on était habitués à aller donner de la bouillie aux déplacés des guerres, beaucoup plus les enfants. Et donc, un bon matin, je suis choqué puisque pendant qu'on distribuait de la bouillie aux enfants, il y a une vieille dame de la quatre-vingtaine qui vient sur la ligne, enfin, que personnellement, sur lesquelles j'essayais de distribuer de la bouillie et qui me demande de lui en donner une bonne partie. Et donc, je lui avoue que ça ne sera pas possible puisque il y en a déjà pas assez pour les enfants, donc à plus forte raison pour une personne adulte. Donc, je vous épargne de beaucoup trop d'histoires, mais ce qui m'a beaucoup taquiné, c'est que cette nuit-là, cette dame, elle est morte de faim.
Et donc, Non. les lendemains, c'était très stressant pour moi. J'ai culpabilisé. Je me disais que je venais de tuer quelqu'un. Et donc, j'avais pris la décision de ne plus rentrer dans les camps jusqu'à ce qu'on aura peut-être changé des méthodologies et on aura opté pour une approche qui pourrait aider les gens dans les longs termes et de la façon la plus durable. Et donc, c'est ainsi on a créé un fonds communautaire, le fonds Dari. Le but, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'Afrosa. D'Afrosa, c'est la vieille dame qui s'était écoulée de faim. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir disponibiliser des capitaux pour des entrepreneurs, des systèmes informels et des réfugiés principalement, dans des zones instables comme le nôtre et où elles peuvent lancer des business et gagner en autonomie et en dignité. Alors, c'est ainsi on a eu cette idée, on s'est dit, OK, on va lancer ces grands projets. Et dans cette perspective, j'ai rencontré des amis qui en connaissaient déjà beaucoup sur Bitcoin et qui m'ont dit, OK, oui, mais ces femmes avec lesquelles vous travaillez, comment vous allez leur faire parvenir des fonds, par exemple, comment elles vont peut-être épargner, comment elles vont. C'est justement aussi la situation générale pour la grande majorité de la population en RDC, avec plus de 85% de la population qui n'a pas accès aux services bancaires. Donc, les banques, c'est vraiment un luxe, c'est vraiment un luxe inutile chez nous. Et donc, c'est par là que personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin et dès lors, c'est une histoire d'amour. Ça marche. Donc, tu es parti, on va dire, tu t'es intéressé à Bitcoin sur l'aspect vraiment pratique en fait de Bitcoin, donc pour transférer de l'argent. Donc, est-ce que tu peux du coup m'en dire plus sur le fonds Odari justement? Donc là, l'objectif c'est d'utiliser Bitcoin pour pouvoir récolter de l'argent parce qu'il y a plus de banque à Goma. Hum. Alors, oui, mais pas que, en fait. On a lancé le fonds Dari depuis février de l'année passée. Donc, on est à peu près 2 ans déjà, en tout cas dans quelques mois. Et au départ, c'était justement, le but, c'était d'élever des fonds, Ok, d'élever des fonds et de les distribuer aux réfugiés, entre autres, aux déplacés des guerres alors. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était peut-être la voie de sortie pour un mécanisme ou pour un système d'aide humanitaire qui, au final, exacerbe plus les crises humanitaires qu'il n'en résout. Premièrement, on avait levé des fonds et tout, et qu'on avait distribué on a commencé avec 15 déplacés, 15 femmes déplacées qui ont lancé de business, des projets dans des camps de déplacés. Et nous, on s'est dit, OK, pour que cet argent soit quand même bien utilisé, on va leur demander de rembourser. Et en remboursant, on va leur demander de donner ces fonds à d'autres déplacés et créer un fonds rotatif. Donc, c'était ça l'idée initiale. Et après 3 mois, on était surpris puisqu'on a fait 100% de remboursement. Et donc, ok, c'était extrêmement surprenant pour nous puisqu'on s'est dit, mais attends, dans un camp, les gens, ils n'ont pas de garantie, c'est quand même les summum de la précarité. Mais donc, faire du 100%, c'est généralement des taux que même les banques conventionnelles n'atteignent pas. Ce qui contredit, c'est pas moi la conception populaire selon laquelle les pauvres ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas crédibles, surtout en termes d'argent. Donc nous, on a eu des déplacés qui n'ont absolument rien, qui dorment dans des bâches et qui ont bien utilisé l'argent qu'on leur a donné au point de le rembourser intégralement. Donc c'est là que l'idée est venue, on s'est dit, et donc on peut aller plus loin. Alors concrètement, pour répondre à la question, euh, le Bitcoin ne nous a pas qu'aidé à lever des fonds. Donc au départ, c'est ce que nous, on pensait que ça va vraiment plus nous aider à lever des fonds. Aujourd'hui, par exemple, vous l'avez dit, depuis environ une année à Goma, toutes les banques sont fermées. Donc, même les 15% de la population qui est plus ou moins couverte par les services bancaires n'y ont plus accès. Et donc, dans un contexte comme ça, la cohorte des femmes Odari actuellement à Goma utilise le Bitcoin aussi pour épargner, euh, mais aussi d'une manière ou d'une autre pour transacter. Ce n'est pas encore très fréquent. On est encore en train de vulgariser sur le coup, mais c'est quand même très encourageant. Vous savez, le plus important, c'est que c'est pas comme si on avait des choix, en fait. C'est pas comme si on avait d'autres choix. c'est clair que effectivement quand le système bancaire n'est plus là, c'est vrai qu'ici nous en Europe
On n'a pas cette sensation que ouvrir un compte bancaire, en fait, c'est un luxe ou un privilège. Donc là, ce que tu me dis, c'est que à Goma, justement, il n'y a pas d'autre choix en fait que Bitcoin parce que de toute façon, le système bancaire a déserté. Donc, Bitcoin devient la solution par défaut. Et est-ce que, du coup, bah, parce que ces femmes-là, elles épargnent en fait en Bitcoin, souvent la question qui vient sur toutes les lèvres, c'est la volatilité de Bitcoin. Et puis aujourd'hui, en fait, cette question est d'actualité parce que le cours du Bitcoin Même. est, est un peu en chute libre. Donc, est-ce que ça, c'est pas un sujet pour ces femmes de se dire, bon, on gagne déjà pas beaucoup, on doit rembourser un crédit, donc aller sur une solution en fait où le prix peut fluctuer de cette façon. Est-ce qu'il n'y a pas des réticences là-dessus? Alors, oui, il y en a quand même, pour être sincère, mais plus de notre côté. C'est sûr, c'est que, vous savez, à Goma, il y a une telle expérience, je veux dire, inquiétante pour ce qui est des solutions financières. Vous voyez des environnements où les solutions existantes ont vraiment failli. On assiste généralement à une prolifération d'arnaques et Ouais. des solutions alternatives plutôt sujettes à caution en fait. Donc en l'espace de 3 ans, les 3 dernières années, je peux vous narrer une dizaine d'arnaques qui ont vraiment endeuillé de familles et surtout de petites commerçantes qui voilà qui n'ont pas peut-être eu accès à des informations plus approfondies. Alors du coup nous on ne leur parle souvent pas de Bitcoin. Déjà, on vous donne du crédit, plus ou moins, c'est généralement sans garantie et c'est généralement sans intérêt aussi. J'aime bien dire entre guillemets sans intérêt puisque il y a quand même un intérêt, mais qui ne nous revient pas. Donc, on vous demande plutôt, on vous oblige d'une manière ou d'une autre à contribuer hebdomadairement dans une caisse de solidarité et que cette caisse de solidarité, chaque fin du mois, vous identifiez dans votre communauté un problème que vous financez déjà par vous-même. Et donc, puisque vous savez mieux que quiconque ce dont vous avez besoin dans votre communauté, et donc vous devez être capable voilà, de les supporter, de ne pas dépendre de l'aide extérieure. Alors, généralement, c'est cette caisse de solidarité que nous mettons en Bitcoin Ok. et que nous essayons vraiment de réduire le risque dans ce sens que nous avons prévu dans les fonds Ondari un petit fonds d'à côté qui essaye justement de couvrir la volatilité. Mais pour être honnête, jusque-là, on ne s'en est pas encore servi, puisque, en tout cas, jusque-là, je veux dire, jusqu'à hier soir, on n'avait pas encore fait face à de volatilité aussi énorme quand même. Ça marche. Donc, vous vous couvrez quand même avec un petit edge, histoire de ne pas trop être coincé et de pouvoir quand même continuer en fait cette mission qui est très très honorable et importante pour ces femmes, j'imagine, d'avoir un fonds qui leur permet de retrouver la dignité sans mendier en fait, parce que du coup c'est un prêt. Un prêt, elles travaillent avec, elles remboursent et elles développent en fait aussi des projets d'intérêt parce que j'avais vu sur un de tes posts qu'elles avaient pu payer les fournitures scolaires en fait pour les enfants, donc elles reprennent petit à petit la main sur leur vie. On parle de combien de femmes qui ont pu profiter de ce fonds depuis sa création? Aujourd'hui, on est à 90. 90, je sais ça, c'est combien de 90? Pardon? 90? Oui, 90. Ah, je parle en belge. Ouais. Je parle en belge. Non, Alors, c'est pas alors grave, ça, c'est... c'est quand même très intéressant puisque les défis, enfin, c'est pas vraiment un défi, c'est la réalité du milieu. C'est, par exemple, vous avez en RDC le taux d'inflation moyen, il avoisine le 20% chaque année. Ok. Et parfois, les frais de retenue sur compte quand vous faites de l'épargne dans une banque, c'est pas facile. Parfois, c'est juste que dans les 5%. Ah oui, Et donc, énorme. jusque-là, ne vous inquiétez pas. Malgré tout ce que vous en savez, Bitcoin reste, je vais dire le moindre mal. Malgré tout ce que vous en savez, en tout cas pour un contexte aussi complexe que le nôtre en Afrique et en RDC pratiquement. Non, mais je crois que tout le monde songerait à celui qui vous prend, euh,
qui vous prend pas tout le mois, en tout cas pour ce qui est de la volatilité du Bitcoin, que le franc congolais qui se dévalue chaque année de 20%, parfois plus. Je crois en 2023, on était à 27% de taux d'inflation annuel. Et donc, ça laisse à désirer, en fait. C'est très facile ici de vulgariser Bitcoin puisque tout le monde vous comprend. Il suffit juste de lui parler de sa vie, il suffit de lui parler voilà, de l'arnaque organisée qui est peut-être la devise locale voilà, pour qu'on te comprenne facilement. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, la notion de volatilité, souvent on oublie en fait qu'elle est relative. Donc, elle est relative à ce à quoi on compare en fait Bitcoin. Donc, effectivement, si on le compare en fait à la volatilité de la monnaie en RDC, comme tu disais, effectivement, on voit que Bitcoin a tout pour lui, donc son explication est beaucoup plus simple. Et du coup, comment ça se Oui, puisque passe je crois que tout le monde de raisonnable, je m'excuse, choisirait la volatilité à la perte garantie. Tout le monde. C'est ça, tout le monde. Parce qu'effectivement, la volatilité, en fait, dans une monnaie, c'est que ça va en pente descendante. Ça revient jamais, en fait, au point d'avant, alors que sur Bitcoin, effectivement, la volatilité, elle est souvent temporaire. Et puis, en fait, quand on regarde les performances annualisées, on est plutôt sur du 30% par an, donc c'est mieux que moins 20% par an. Tout à fait. Tout à Donc, fait. le choix est vite fait. Donc, j'avais une question par rapport à, je t'ai connu aussi par rapport à une autre activité que tu as qui s'appelle le Ubuntu Bitcoin Club. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est fait là-bas et comment ça se complète avec l'activité que tu fais au niveau du fond? Alors, Ubuntu Bitcoin Club, je l'ai lancé il y a une année et demie, je crois, quand j'étais encore étudiant. Donc, ça remonte pas de très loin non plus. C'est parti justement du fait que je suis vraiment tombé sur Bitcoin et j'ai quand même assisté à plusieurs conférences en ligne. À la base, c'est que j'en savais, c'était plus en actif et tout, spéculatif. Vraiment les genres d'informations voilà, qui font le tour des réseaux et tout ce qui va avec. Et j'ai quand même découvert des visages, des figures aussi scientifiquement avérées et qui m'ont fasciné par leur point de vue extrêmement pointu. Donc, c'est quand même des gens comme Amos, je crois, le Bitcoin Standard. C'est quand même des gens comme Stachenko que j'apprécie bien, que j'aime bien ce contenu. Et de plus en plus, en fait, quand même qui essaye d'apporter un point de vue scientifique. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose d'aussi scientifique basé sur Bitcoin au Congo. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on va créer des clubs Bitcoin, mais dans des universités. L'année passée, on en était déjà à deux. Donc, aujourd'hui, on en est à deux, certes, mais on a curieusement des sollicitations d'autres universités. Donc, c'est même ça la valeur ajoutée, puisque depuis un moment, j'ai rejoint l'équipe de BritSat. Et donc, on Oui, a vraiment officialisé cela avec l'université de Goma, qui est la plus grande université de la région, avec 8000 étudiants. Et donc, on a signé un partenariat, c'est à peine imaginable, avec toute une université qui endosse aussi la visibilité Bitcoin. Et on y organise des activités. Donc, l'idée, c'est que à la fin de l'année, l'université accepte le paiement en Bitcoin. Donc, c'est vraiment ça le target de notre côté. Et nous avançons vraiment dans cette discussion avec le recteur de l'université qui comprend plus ou moins puisque il a beaucoup étudié en Italie, donc il est quand même, enfin, il est ouvert d'esprit, de nature, heureusement. ouais. Et donc, c'est cela. Et depuis un moment, on a reçu des sollicitations des 5 autres universités, en tout cas les plus grandes de la place, et que c'est très intéressant quand ça vient d'eux. Donc, Ouais. nous, on communique sur ce que nous faisons et ils nous demandent, OK, vous pouvez aussi venir chez nous et tout, vous voyez et tout. Aussi avec les arnaques à Goma aujourd'hui, pour gagner en crédibilité, il suffit qu'ils disent, OK, nous faisons du Bitcoin, enfin, vous allez gagner du Bitcoin, parfois, enfin, pas parfois, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est aussi ça le canal idéal, passer par les universités et Ubuntu joue un rôle extrêmement efficace et je veux dire prometteur dans ces Mhm. sens-là.
Et aujourd'hui, vous avez réalisé à peu près combien de conférences? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui s'intéressent en fait au sujet de Bitcoin un peu en profondeur, au-delà de l'aspect spéculatif et de se dire Bitcoin va lui permettre de gagner beaucoup d'argent en fait d'un coup? Non, mais on organise des conférences presque deux fois les mois avec parfois des nouveaux publics, mais Mm, aussi avec le même visage qui reviennent, ce qui dénote d'un intérêt majeur. bien sûr. Euh, je ne suis pas, moi par exemple, j'ai travaillé sur mon mémoire de master, j'ai travaillé sur Bitcoin. Je ne suis pas les seuls. Il y a d'autres étudiants aujourd'hui qui préparent aussi leur mémoire et qui font partie de notre club et voilà, qui vont parler du Bitcoin. Donc, il y a cet aspect-là qui gagne aussi bien les cœurs, mais aussi la science. Moi, personnellement, quand j'ai déposé mon mémoire, l'hostilité que j'ai reçue, il était juste insupportable. Ouais. Et heureusement, avec eux, ceux qui viennent après, ça ne sera plus le cas, puisque je crois que même les cours universitaires comprennent que c'est tout un sujet scientifique, c'est tout un sujet qui comporte des enjeux aussi bien économiques, politiques, juridiques, énergétiques et tout ce qui va avec. Donc, il y a cette, je veux dire, cette désillusion sur ce que c'est Bitcoin et pour moi, c'est vraiment un accomplissement inattendu. Vraiment, c'est super parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de bien s'approprier, en tout cas c'est ma vision, tu me diras ce que tu en penses, de bien s'approprier Bitcoin, c'est de bien le comprendre, de bien comprendre en profondeur et tous ces Absolument. différents aspects, parce que c'est vraiment un objet qui a des multiples aspects. Il y a l'aspect énergétique que tu as évoqué, qui est celui dont souvent on parle le moins. Bah, l'aspect protection contre l'inflation, l'aspect des libertés, l'aspect juridique. Donc, c'est intéressant aussi de l'aborder sous l'angle universitaire parce que ça permet justement en fait une étude un peu plus approfondie de chacune des facettes de cet objet. J'avais vu ton post sur ton mémoire justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus de mémoire? J'avais noté le nom, le titre, c'est Le Bitcoin et l'intégration économique africaine, analyse des enjeux juridiques au regard de la zone de libre-échange continentale africaine. Waouh, ça me fait du bien de l'entendre. Ça, c'est intéressant. Alors, déjà, à la base, c'était un grand défi personnel, pour être sincère, puisque quand j'ai déposé la proposition de mon mémoire, j'avais reçu un refus net, vraiment net en fait, et on m'avait dit, je cite, le Bitcoin n'a rien à voir avec les droits, et pas surtout pour un sujet de master. Et donc, je l'ai reformulé à deux reprises pour essayer d'être politiquement correct. Et la réponse, elle est restée la même. Donc, trouve-toi un sujet vraiment juridique et tout. Alors, personnellement, je me disais, attends, on peut pas faire 5 ans à l'université dans une faculté de droit pour parler de la dot, pour parler du divorce, en fait. Ouais, C'était aussi ça, en fait. Et puis, c'était quand même le moment où j'ai découvert Bitcoin et que j'ai tombé de plus en plus amoureux du sujet juridique et économique autour de l'enjeu même du Bitcoin. Je venais de lire, je crois, les deux livres de Amos, Talon Bitcoin et Talon Fiat, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Et donc, je voulais vraiment creuser et je me suis dit la meilleure façon de creuser serait, voilà, de travailler mon master, de travailler mon sujet là-dessus. Et donc, j'ai désobéi un tout petit peu. C'est pas quand même beaucoup. Je me suis dit, OK, je vais travailler sur un sujet non validé. Et après, ça, c'est un défi aussi personnel. Je vais le faire tellement bien que à la fin, je verrai s'ils vont accepter. Alors, l'autre plus grand défi qui se présente quand on travaille sur un sujet non validé, c'est de se trouver un encadreur aussi fou pour accompagner un sujet non validé. c'est Donc, ça. heureusement que je me suis quand même trouvé un assistant qui m'a mis en contact avec un professeur visiteur qui est aux États-Unis et ça s'est plutôt bien passé. Et après, quand je viens de déposer mon sujet, mon mémoire, puisqu'il était quand même fini, enfin, c'était prédictible. On me dit non, mais c'était pas le sujet on t'a demandé de traiter, donc tu vas pas l'exposer. Et donc, on a reporté ma soutenance à deux reprises.
jusqu'à ce que finalement, cela soit fait après plusieurs trafics d'influence, surtout de l'encadreur qui a finalement accepté de m'accompagner. Et ça s'est finalement bien passé. J'ai eu ma distinction et c'était inattendu quand même. Alors concrètement, c'est dont j'ai parlé dans ces sujets, c'était la zone de libre-échange continentale africaine, comme vous le dites. Vous savez, depuis 2019, l'Union africaine se veut d'être un grand marché continental où il n'y aura pas de barrières tarifaires et où les capitaux, les personnes et les marchandises pourront circuler librement. Mais ça reste un tout petit peu un vœu pieux, comme on le dit. Euh, l'Afrique, le commerce intra-africain représente à peine 13% contre, c'est pas moins, 65% d'ailleurs en Europe et 55, si j'ai bonne mémoire, en Asie. Et donc, c'est là, c'est quand même grave pour un grand continent aussi riche que l'Afrique et qui commerce entre les États seulement à peine 13%. Donc, ça veut dire qu'on commerce plus avec la Chine et un peu partout. Et donc, en des termes plus crus, je dirais, autant que la Chine, c'est l'usine du monde et que les États-Unis en sont les cerveaux, l'Afrique en est la poubelle. Et donc, j'essayais de réfléchir justement à comment est-ce que le Bitcoin pourrait d'une manière ou d'une autre aider à en venir à bout à ces fléaux. Alors pourquoi les États ne commercent par exemple pas entre eux? Je vais bien, il y a des réglementations beaucoup plus héritées de la colonisation, entre autres beaucoup plus dans euh, dans la partie ouest du continent avec les francs CFA voilà, sur lesquels il y a à boire et à manger. Mais des grands problèmes, c'est que l'Afrique, c'est la plus grande, je veux dire la première unité continentale avec beaucoup de monnaie. On en compte environ 41 qui sont pour la plupart d'entre elles non convertibles et non opérables. Ouais, ça c'est très Euh, je vous donne, problématique. je vous donne, je vous donne un exemple. Par exemple, pour qu'un entrepreneur kenyan achète de marchandises au Nigérien, par exemple, il doit d'abord convertir les shillings en dollars ou en euros et ensuite l'envoyer. Et ensuite, ces shillings et ces euros seront convertis ensuite en naira nigérien. Ça en fait une double conversion. Et cette double conversion peut parfois atteindre jusqu'à 16% du montant envoyé. Vous vous imaginez? Donc, si je dois payer quelque chose à 100 dollars, je dois réserver un 18 dollars ou un 16 dollars, dans les pires des cas, un 20 dollars en termes de conversion. Ça, c'était le premier problème. Donc, c'est quand même très chiant et très insupportable, déjà pour une population qui a un pouvoir d'achat extrêmement bas. Mm, Alors, tout à fait. les deuxièmes, je veux dire, la deuxième barrière, elle est au niveau du délai. C'est pas moi, le délai de transfert, c'est parfois ça vous coûte dans les 3 jours, dans les pires des cas, dans les 5 jours, juste pour que vous puissiez, par exemple, envoyer de l'argent à l'étranger, c'est aussi insupportable. C'est une lenteur, euh, je veux dire, infrastructurelle qui est insupportable puisque c'est de cette façon-là que les banques fonctionnent. Et donc, moi, j'ai réfléchi dans le cadre de mon mémoire, comment est-ce que, non seulement en fluidifiant le commerce, notamment les flux des capitaux, et en réduisant les délais en termes de transferts monétaires, l'Afrique pourrait voir son flux des commerces intra-africains gagner voilà, augmenter. Et donc, ainsi, atteindre les objectifs de la ZLECAf qui reste jusque-là dans les tiroirs. Donc, c'était juste ça, ma réflexion en si peu de mots. Et voilà, heureusement que finalement, mon travail là a été reçu et couronné. Vraiment super, c'est un très très beau sujet. Je pense que c'est Nzonda Fotsing, je ne sais pas si tu le connais, qui était passé sur le plateau et qui disait que pour lui, quand Satoshi a inventé le Bitcoin, il pensait à l'Afrique. Donc le cas que tu viens de résumer, en fait, il me fait adhérer à cette idée, même si je ne pense pas forcément que Satoshi pensait précisément à l'Afrique. Mais en tout cas, Bitcoin résout des problèmes qui sont vraiment terre à terre, en fait, pour les Africains, qui est
que bah, on a un système monétaire en fait qui est trop fragmenté, ce qui fait qu'on n'a pas une devise qui va permettre de faciliter les échanges entre pays de la zone. Et bah, le résultat, on le connaît, hein, beaucoup de dépendants en fait bah, des importations et peu d'autosuffisance alimentaire. Et puis on dépend aussi des devises. On demande des devises parce que le franc Absolument. CFA, voilà, il fonctionne avec le compte d'opération. Donc, tu dépends des devises étrangères parce que si tu n'en as pas assez, eh bien, bah, tu pourras pas acheter quelque chose très très loin parce que personne ne va accepter le franc CFA ou le franc congolais en fait sur un marché international. Donc, c'est un sujet qui est très très Absolument. important. Et du coup, Moi, est-ce que, je serais plus ouais, taquin, je dirais que il était probablement africain, en fait. Non, mais quand vous creusez, vous avez l'impression que c'était vraiment destiné à, voilà, problèmes africains en termes monétaires, en termes des valeurs, en termes de mm. souveraineté. Vous voyez, par exemple, j'aime bien la petite allégorie, c'est que dans les livres blancs de Satoshi, le mot monnaie, il est repris juste 3 fois. Le mot réseau est repris 21 fois. Donc, finalement, le Bitcoin, c'est plus une question de communauté. Communauté, vous avez parlé de Ubuntu, Ubuntu Bitcoin Club, c'est même ça la philosophie principale des cultures africaines. Je suis parce que nous sommes. Et donc, cette communauté-là, il a d'une manière ou d'une autre été magnifié par l'inventaire de Bitcoin. Voilà pourquoi on s'entend bien. Ouais. En tout cas, le Bitcoin, je le trouve match avec l'Afrique. Après, il y a d'autres questions en fait qui viennent, des questions pratico-pratiques. C'est que pour fonctionner, en tout cas pour la plupart du temps, pour Bitcoin, il faut bah, Internet. Comment ça se passe en fait, bah, notamment en fait pour revenir sur le fond Dari ou bien même tout ce que vous faites à l'université, comment ça se passe en fait avec la connexion Internet? Alors, ne vous inquiétez pas, il y a quand même d'avancées significatives par rapport à l'accès à Internet dans la région, en Afrique en général. Par contre, les problèmes aujourd'hui, c'est plus au niveau des smartphones. Généralement, les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons, voilà, ils n'ont pas assez, enfin, ils n'ont pas des téléphones, des smartphones, en tout cas je vais dire pour la moitié ou près de la moitié en tout cas. Il faut dire que ça nous retarde un tout petit peu, mais ça ne sera plus un problème. Du moins, nous croisons les doigts puisque depuis un moment, nous sommes en train de travailler sur un partenariat avec Sorted Wallet qui travaille sur la possibilité de recevoir, d'envoyer et de stocker du Bitcoin à partir d'un petit téléphone et sans Internet. Donc, on essaye de voir ce que ça va donner, mais déjà d'emblée, l'idée, elle est tellement bien ciblée pour des communautés aussi exclues et aussi peut-être en retard en termes de possession des smartphones. Donc, j'espère bien que ça va quand même le faire. Enfin, par rapport au fondage, justement, c'est l'un des plus grands enjeux. Mais je trouve que c'est pas vraiment très grave puisque, pour la plupart des fois, ces femmes reçoivent des fonds, pour être honnête, aussi en monnaie, en francs congolais, en termes de vente, puisque tout le monde n'a pas du Bitcoin. Bien sûr. En tout cas, dans la communauté. Récemment, on était à Rougari pour nos activités de terrain. Rougari qui est à environ 40 kilomètres de la ville de Goma et où la plupart de femmes avec lesquelles on a travaillé dans les camps des déplacés habitent. Et donc, c'est très intéressant puisque notre fonds rotatif, il avance vraiment super bien de ces côtés-là. Vous avez parlé de la scolarité des enfants lors de la rentrée scolaire. C'est vraiment une histoire de succès puisque il y a juste, enfin, à l'époque, il y avait à peine 4 mois que nous leur avons donné des capitaux pour encore redynamiser leur commerce et massivement investir dans leur coopérative agricole qu'elles ont elles-mêmes créées, en tout cas à leur niveau, puisque c'est pas vraiment beaucoup, trop d'argent pour une coopérative agricole. Et la divine surprise qu'on a eue, c'est qu'au-delà du fait qu'ils nous ont remboursé tout notre montant, et ils ont suffisamment mis du côté assez d'argent pour justement octroyer 50 enfants en fourniture scolaire. Oh.
Et ces Waouh. 50 enfants, c'est généralement des enfants qui ont perdu leurs parents dans des camps de déplacés ou dans la guerre d'une manière ou d'une autre. C'est justement ça aussi, l'aspect même communautaire du Bitcoin qui personnellement me fascine énormément. Au-delà de tout, Bitcoin, c'est vraiment une philosophie de souveraineté et d'autonomie. Vous voyez, quand on parle d'Afrique, ce qui vient principalement en tête, c'est des communautés extrêmement désespérées, que l'on doit venir en aide et tout et tout et tout. Donc, la question des dignités n'est plus valorisée. J'aime bien les livres de Dambisa Moyo, L'aide fatale, dans lesquels elle décrit si bien ces phénomènes-là et où elle dit, par exemple, en 1970, lorsque les flux d'aide enfin, ont été destinés en grande quantité en Afrique, il y avait seulement à peine 10% de la population qui vivait avec moins d'1 dollar. Autour de 2015, il y en avait 70%. Et donc, au final, cette aide qui se voulait être une solution a même été je cite d'ailleurs un extrait de son livre, TED a été le cancer dont elle prétendait être le vaccin. Mm. Et justement, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous essayons voilà, de résoudre. Dans quelle mesure on peut donner de l'aide, mais de la manière non seulement qui célèbre la dignité, qui responsabilise le bénéficiaire et surtout qui les amène à utiliser leur matière grise pour exploiter le potentiel de leur région, de leur village, de leur communauté, non pas en vue de la dépendance, mais en vue de l'autonomie et de la prospérité. Et donc, il nous fallait aussi un outil qui soit décentralisé, qui soit communautaire. On ne pouvait pas compter sur les banques puisque, voilà, ils exigent des garanties énormes, puisque déjà, les banques, structurellement, ne sont pas faites pour des communautés marginalisées. Il faut être sincère C'est ce que là-dessus. j'allais dire. Les banques sont pas faites pour des gens qui n'ont rien et qui vivent à côté du système. Absolument. Je crois qu'ils sont exactement faits pour ça, pour que ces gens soient à côté. Ça, c'est ma conviction de plus en plus. Et donc, il fallait, personnellement, c'est là que j'ai découvert Bitcoin, non pas comme un investissement qui promet des intérêts fous du jour au lendemain. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'était le moindre mal, en fait. Et puis Parlons effectivement, de la volatilité. exactement. Justement, j'allais en venir parce que dans ce contexte-là, en fait, on parle de personnes qui partent de peu, qui souhaitent petit à petit construire quelque chose qui va leur permettre en fait de retrouver la dignité, de retrouver une forme de liberté. Elles ne peuvent pas se permettre en fait de confier le fruit de leur travail en fait à un système monétaire qui part à la dérive, donc un système qui est hyper inflationniste et qui va diluer le fruit de leur travail. C'est beaucoup trop précieux en fait pour eux, donc c'est normal en fait. On comprend tout à fait pourquoi Bitcoin devient une alternative pertinente et une solution en fait par défaut, parce qu'il y en a aucune autre en fait qui permet qui permet qui permet cela. Bah, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais chez Bridgestat aussi. Vous faites quoi là-bas chez Bridgestat? Alors, Britsat, c'est une jeune entreprise, en tout cas. On a fêté notre première année il y a environ 2 mois déjà, et qui a été confondé par un jeune, enfin, c'est un jeune monsieur quand même qui est très brillant et quand même visionnaire. Il s'appelle Gloire. J'espère que vous l'aurez un jour sur Bien votre sûr, bien émission. sûr, bien sûr. Il est sur Tout la à fait. liste. Alors, c'est cool, c'est cool. Vous êtes plutôt proactive. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait concrètement, on offre des services de vente et de rachat de Bitcoin. Déjà principalement, on a une académie, c'est principalement là que j'interviens, mais aussi d'ici, je crois l'année prochaine, on va aussi travailler dans l'énergie. Et je vais peut-être parler plus tard de l'expérience qui nous fascine avec le parc de Virunga. Et donc, personnellement, pour ce qui est du département voilà, que je lead d'une manière ou d'une autre, qui est l'académie, c'est cette académie-là qui chapeaute la vulgarisation du Bitcoin. Je crois qu'on est le plus grand en RDC aujourd'hui. Et c'est même dans les cadres de ces programmes que nous travaillons avec les universités, l'université de Goma,
et très bientôt avec les 6 autres universités qui nous ont contactés, dont une, curieusement, est au Burundi. Et donc, nous avons plusieurs cursus et jusque-là, nous avons l'école Bitcoin qui est vraiment un programme intensif sur 3 mois et qui donne vraiment les fondamentaux. Et la valeur ajoutée de ces programmes, c'est que après chaque cohorte, les participants à ces programmes lancent des projets communautaires basés sur Bitcoin. Déjà, les 3 projets sur lesquels, enfin, je suis en train avec d'autres amis, on est en train de coacher les participants, c'est que il y a un groupe qui travaille sur un projet qu'ils appellent BitSir, qui consiste justement à mettre en place des structures qui favorisent l'épargne en Bitcoin et l'adoption auprès des acteurs des ventes d'unités mobiles et tout ce qui va avec, puisque ce sont eux les banquiers aujourd'hui à Goma quand même. Récemment, on a I4 quand même qui ont adopté les transactions et les services en Bitcoin de manière générale et on veut en atteindre 100 d'ici l'année prochaine. Il y a aussi un autre projet qui est plus dans la production des contenus, des slams en Bitcoin, des poésies en Bitcoin, enfin sur Bitcoin, je veux dire. Un autre projet qui est plus sur des plateformes de vente en ligne, qui offre dans incitation en termes de diminution de prix pour les achats en Bitcoin. Ce sont les 3 principaux projets qui sont directement ressortis de l'école Bitcoin. On a aussi le cursus des Trésors Academy, Trésor qui est un wallet, un hard wallet. Et donc, voilà, on fait un cursus, mais qui est plus sur 2 jours. Et enfin, Ubuntu Bitcoin Club aussi que l'Académie de Britsat accompagne au sein des universités. Et donc, ça en fait quand même un écosystème qui grandit et qui est de plus en plus large. Non mais ouais, c'est fantastique. C'est un écosystème qui est très très riche, qui bah, se développe et puis ça fait que bah, vous pouvez aussi créer de l'émulation autour du Bitcoin, une vraie compréhension avec aussi l'aspect communautaire. Donc vraiment une famille Bitcoin en fait, si je peux dire, avec de la connaissance qui est partagée et des vrais projets concrets parce que tu disais que les apprenants aussi sont incités à avoir des projets autour de Bitcoin et puis favoriser l'économie circulaire en faisant des réductions aux personnes qui achètent en Bitcoin. Donc c'est vraiment chouette, ça donne envie de visiter, de voir ce qui se passe. Et du coup, par rapport à ça, comment le gouvernement ou les autorités réagissent par rapport à ça? Est-ce que au niveau du côté juridique, fiscal, les lois, en fait, il y a déjà quelque chose qui est présent, comme on peut avoir en Europe avec Mika et tout ça, qui est présent au niveau du Congo, ou bien c'est, pour l'instant, on vous laisse tranquille. Alors, en tout cas, ils n'en parlent pas. Je veux dire même que, enfin, on parle des zones grises et la RDC en fait partie en Afrique aujourd'hui. La plupart des temps en Afrique sont des zones grises pour Bitcoin. Je m'abstiens de parler crypto. Donc, il y a carrément plus, il y a carrément pas des réglementations. Il y a vraiment rien là-dessus. Et quelque part, c'est une opportunité aussi. Bien sûr. Comme ça, on veut tellement évoluer que les jours qu'ils en entendront parler, ils ne pourront plus les stopper. Ils ne vont que marcher peut-être dans notre dynamisme et dans notre rythme, en fait. Et puis, l'avantage, c'est que je crois, c'est de plus en plus ma conviction, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon mémoire, c'est que on n'a pas besoin de réglementation d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, on a besoin de réglementation quand qu'on est une grande structure, quand on est BlackRock et tout, ou alors quand on, c'est pas vraiment quand on est très formel et des grandes structures. Je vous donne l'exemple du Nigeria avec notamment les militants qui lèvent de fonds en Bitcoin et que un bon jour on tente comment dire de geler leurs avoirs en Ouais. banque. Alors la première surprise des autorités, c'est que non, mais on pensait qu'en gelant les avoirs en banque, même le Bitcoin sera affecté, et ils se rendent compte que non. La deuxième surprise, c'est qu'ils interdisent toutes les banques d'offrir des services en Bitcoin en termes de convertibilité. Et
curieusement, les transactions en Bitcoin se sont plutôt multipliées, je crois, par 3 ou par 4, qui est d'être affecté par des mesures politiques. Donc, cette résilience du Bitcoin, personnellement, chapeau bas, c'est même ça le génie de son inventeur, Satoshi. Voilà, on parle de l'antifragilité et c'est quand même une caractéristique qui m'intéresse personnellement trop dans des milieux aussi politiquement répressifs comme les nôtres. Mmh. Tout à fait. Effectivement, ça devient plus qu'une simple solution d'épargne, c'est vraiment une solution pour se protéger aussi des abus, en fait, Et des de survies. certaines, voilà, de survie, tout à fait, de survie dans des zones, et comme tu dis, dans des endroits où bah, il y a de la répression, tout simplement, de la part du gouvernement. Donc, effectivement, ça rajoute encore un point de plus à Bitcoin. On arrive presque à la fin de l'interview. Moi, il y a un point que je voulais aborder avec toi vite fait, mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire une autre émission spécifique là-dessus. C'est sur la question du minage, parce qu'on entend vraiment toujours cette belle histoire en fait autour du minage au parc du Virunga, qui vraiment en fait est le porte-étendard quand on veut parler du minage de Bitcoin. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se vit en fait au niveau local cette histoire? Alors, je crois que, enfin, peut-être c'est l'autre version de l'histoire dont on ne parle pas souvent. Le parc essaye de pas trop y communiquer aussi avec toute la violence, je veux dire, la mauvaise volonté, la mauvaise intention, la diabolisation autour du Bitcoin et qui part c'est pas moi, de la méconnaissance ou tout simplement de la mauvaise volonté. Enfin, je le crois. Alors, voilà pourquoi au niveau local, on n'en parle pas trop, mais on en parle de plus en plus et je vais vous dire pourquoi. Mais je vais revenir sur ce que les parcs fait. D'ailleurs, je réfère aux auditeurs à qui voudraient approfondir sur un article très intéressant qui a été publié par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, sur l'expérience du parc. Alors concrètement, c'est depuis 2019 avec Ebola d'abord, qui était une épidémie qui a vraiment eu beaucoup trop d'impact négatif sur la région. Depuis Ebola, le parc a vu ses revenus liés au tourisme régresser substantiellement. Après Ebola, on a assisté à coronavirus. Après coronavirus, on a assisté à la résurgence des conflits armés dans la région et les parcs servent déjà de bastion pour plusieurs groupes rebelles. Vous savez, le parc, c'est carrément le plus ancien parc d'Afrique avec un écosystème prolifique et impressionnant. Et donc, depuis 2019, on parle de plus de 70% des revenus du parc qui ont disparu du jour au lendemain et qui dépendaient plus du tourisme. Et donc, c'est depuis, je crois, 2022, 2023, enfin 2021 peut-être bien, je ne vais pas dire de bêtises, que les gestionnaires du parc est entré en contact avec Seb Gouspio, qui est un mineur français. Et donc, et qui a compris que c'était possible d'exploiter les excédents énergétiques du parc. Ça, c'est aussi un des avantages, je veux dire, des potentialités du parc, à qui Dieu a doté d'un potentiel énergétique énorme. Il y a vraiment beaucoup de cours d'eau dans les parcs et tout. Et le problème, c'est que l'électricité produite par le parc ne sait pas être distribuée, généralement pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez d'infrastructures en termes de réseau de distribution autour du parc. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas assez de consommateurs, de gros consommateurs, il n'y a pas assez d'usines dans la région et tout ce qui va avec. Donc, il y avait tellement d'excédents qui, d'une manière ou d'une autre, ne pourrait jamais faire en sorte que l'électricité, on parle de Virunga Energy, c'est l'agence spécialisée, soit un jour rentable, en fait. Mm. Alors, grâce au mining du Bitcoin quand même, je cite d'ailleurs l'article de MIT, le parc arrive à financer toutes ses pertes et aujourd'hui, sa plus grande source de revenus, déjà très loin devant le tourisme qui n'existe presque plus et de plus en plus loin devant certains soutiens. Je ne vais pas aussi dire des bêtises puisque je ne connais pas trop Ouais. la cuisine interne du parc.
mais il y a quand même, c'était carrément un très grand choc pour eux, USAID qui était un des grands partenaires et qui a fermé. Et donc, on peut dire qu'il y a une bonne partie des revenus du parc qui dépend aujourd'hui du mining et c'est vraiment une histoire de succès. Alors, qui est de plus en plus intéressante puisqu'aussi il y a le fonds Odari qui s'aventurait là-dessus. Vous savez, quand il y a du mining du Bitcoin, ça produit tellement de chaleur. Et donc, cette chaleur sert à chauffer aussi les produits agricoles des communautés villageoises, en grande partie agricoles autour voilà, du parc. Et donc là, on sèche déjà le cacao pour produire les chocolats. Déjà, le parc en produit des chocolats de très bonne qualité. Et donc, les cacao culteurs autour du parc, il faut assister à cette scène. C'est tellement beau. Ils amènent leurs produits agricoles pour être séchés avec la chaleur produite par le mining du Bitcoin et de plus en plus de cultures. On veut aussi expérimenter une chose enfin, sur ça avec notre partenariat avec l'université de Goma qui a accepté de tester un modèle de séchoir communautaire qui sera directement implémenté au sein de l'université. Et donc, l'idée, c'est pouvoir amener cette chaleur produite dans le mining du parc au sein de l'université et mobiliser les producteurs agricoles autour de Goma pour qu'ils viennent sécher au sein de l'université. Ça sera le meilleur coup de fessée que l'on puisse faire à tous qui disent que Bitcoin ne sert à rien et que voilà, c'est adossé à rien, enfin, c'est adossé à une preuve communautaire d'efficacité et voilà, et d'inclusion d'une manière ou d'une autre, en Voilà, fait. ça c'est d'inclusion, tout à fait. Wow. C'est vraiment une histoire qui est moi que j'adore écouter, réécouter parce qu'elle est vraiment fantastique en fait cette histoire. Et moi j'étais restée à l'épisode de l'utilisation de la chaleur pour le séchage, mais j'avais pas fait la connexion avec le feu. Donc ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que justement on est dans une économie circulaire et qu'on utilise tout ce qui est Tout à produit de fait. Bitcoin en partant de la confiance du réseau, d'une monnaie solide, jusqu'à même utiliser la chaleur en fait qui est produite pour l'injecter encore une fois dans l'économie. Donc, en tout cas, j'espère que des écologistes vont écouter notre interview pour se rendre compte que en fait, quand on parle de Bitcoin, vraiment, on parle d'un outil qui remplit plusieurs fonctions et qui apporte aussi une diversité au niveau de l'utilisation et que ça même apporte quelque chose en fait à l'humanité contrairement à ce qu'on nous fait croire. Euh, Absolument. en tout cas, merci beaucoup Christophe pour cette interview. J'ai beaucoup appris. Je pense que je vais être obligée de faire revenir pour qu'on continue à parler plus en détail de tout ce que tu fais euh, à Goma. Donc, tu m'avais envoyé un message et tu m'avais dit merci d'exister. Eh bien, je te retourne cette phrase. Oh, merci bien, c'est très bien reçu et que le meilleur soit à venir. Merci beaucoup Christophe. À bientôt. Merci.